Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en direct et je suis d'emblée désolé. Je suis en retard et non pas parce que je ne faisais rien, mais simplement parce que j'arrivais pas du tout à me connecter. Donc voilà, ça c'est un peu les aléas. Donc toutes mes excuses pour ceux qui étaient déjà connectés et qui attendaient ma venue. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vais commencer directement par ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire que ce soir je vous parle de la gestion des émotions. Comme d'hab, vous pouvez me faire des petits commentaires sans aucun problème, et donc c'est avec plaisir d'ailleurs que je vous lirai. Voilà. Et donc je commence d'emblée. Pourquoi d'abord parler des émotions? Je vous dirais, les émotions, c'est d'abord quelque chose qui est difficilement contrôlable. Pourquoi? Parce que vos émotions sont souvent en réaction par rapport à un événement extérieur. Vous voyez, par exemple, je vois quelque chose qui me provoque de la joie, directement, la joie monte. Je, je vois quelque chose que je considère comme pas répugnant, et le dégoût peut monter très très vite. En bref, tout ça pour vous dire que les émotions, c'est quelque chose qui est de l'ordre de presque de l'instantané, et comme c'est de l'ordre de l'instantané, c'est extrêmement compliqué de les contrôler. Alors on apprend à les gérer, c'est pour ça qu'on parle de gestion des émotions, on parle moins de contrôle des émotions. Une meilleure gestion implique logiquement une meilleure compréhension. Une meilleure compréhension des systèmes. Voilà. Et donc, c'est un peu le but aujourd'hui dans ce live, c'est de vous parler de ça, vous donner peut-être quelques trucs et astuces pour mieux les gérer. C'est pas un gros live, rassurez-vous, je sais que pour l'instant c'est la période des vacances, tout le monde n'est pas là pour prendre des cours d'1 heure ou d'1 h 30, et donc je vais essayer de calibrer tout ça et faire en sorte que ce soit relativement rapide mais efficace pour vous. Alors, je reviens à ça, voilà. La première chose, lorsqu'on parle d'émotions, l'idée c'est de ne pas se laisser envahir par ces émotions. Et pour ne pas se laisser envahir par ces émotions, la première chose à faire, c'est de pouvoir les exprimer. Voilà. Exprimer ces émotions, c'est le b.a.-ba pour que celles-ci ne vous étouffent pas d'une certaine manière, pour qu'elles ne vous saturent pas, pour qu'elles n'impriment pas complètement tous vos circuits neuronaux et qu'elles ne vous empêchent pas de réfléchir. Donc la première chose, bonjour Magda, voilà, bonjour Magda, j'espère que tu vas bien. La première chose évidemment c'est de pouvoir les exprimer. Pourquoi? Parce que parfois on a des émotions qui sont pas toujours, pas toujours simple. Par exemple, je me sens en colère, ou je sens que la colère est en train de monter, etc. Avant d'exploser, c'est peut-être plus simple de pouvoir exprimer. Donc, la joie, on l'exprime logiquement, mais la colère ou le dégoût ou la tristesse, etc., on a peut-être moins une tendance à exprimer ça. Donc, salut Franz, tu vas bien? Voilà, bon anniversaire Magdalena, bon anniversaire. Je vois, tu me dis que tu es 1 an plus vieille, bon anniversaire. Donc les émotions, c'est vraiment ça. Le but ici, c'est de pouvoir les exprimer. Et on pourrait se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à avoir beaucoup d'émotions et d'autres moins sujettes à en avoir? Oui, il y a des personnes qui sont plus émotives, c'est clair. Donc, c'est-à-dire qu'elles réagissent beaucoup plus facilement au milieu, aux sollicitations. Maintenant, je rassure, sauf dans de graves troubles, dans de graves pathologies, le commun a des émotions. Alors si vous êtes intéressé par les gens qui sont peut-être moins enclins à avoir des émotions, en tout cas à les ressentir de manière très vive, je vous invite à me suivre sur YouTube. Il y aura des lives concernant justement les pathologies psychologiques, et puis là on pourra parler de certaines pathologies où en effet les personnes ressentent moins les émotions, clairement.
hein. Donc, dans certaines psychopathologies, ben, on sait très bien qu'on peut s'éloigner totalement des émotions, voire ne pas les ressentir. Donc, exprimer au fur et à mesure ce que l'on ressent, c'est quelque chose d'important. Ça permet de faire du bien, ça permet de se défouler et c'est sain. Donc, même si parfois bah, ça ennuie un peu les autres, alors je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais pouvoir exprimer ce que l'on ressent, mettre des mots sur ce que l'on ressent, ça fait un bien fou. Et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire parce que nous avons eu, et je pense que nous avons encore, une éducation parfois qui oblige au refoulement des émotions. C'est-à-dire, on préférera ne pas dire certaines choses, hein, pour la bienséance, évidemment. Je ne dis pas, encore une fois, qu'il faut tout révéler, tout dire de ce que l'on ressent. Il y a quand même des situations et il y a des manières de dire, mais il est vrai que de pouvoir s'exprimer, exprimer le contenu émotionnel, ça fait partie d'une forme de thérapie. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes psychologiques qui en réalité prennent leur source dans du refoulement émotionnel. Donc, plus j'exprime mes émotions, moins j'aurai tendance quand même à devenir, d'une certaine manière, pathologique au niveau psychologique. Vraiment créer des problèmes avec les instances psychologiques. Donc, voilà, c'est un bon moyen quand même de se sentir libéré, de se sentir mieux avec soi-même, c'est d'exprimer au fur et à mesure ses émotions, hein, et éviter de se sentir frustré et surtout de les accumuler. Voilà, surtout de les accumuler. Surtout si vous avez par exemple des émotions de frustration. Je rentre de plein pied là-dedans. Vous savez, en psychologie, il y a un système qui est connu qui s'appelle le retour du refoulé. Alors, vous avez peut-être tous et toutes connu ce genre de choses. C'est, vous allez au boulot, par exemple, hein, vous êtes au travail, et puis vous avez votre patron, votre patronne qui n'est pas forcément très sympa et qui vous dit certaines choses peut-être blessantes. T'as pas fait ça, ça c'est comme ça qu'il faut le faire, etc., etc. Et la manière ou le ton dont le patron ou la patronne s'exprime peut vous blesser. Et donc vous accumulez ça parce que vous vous dites, bah tiens, je peux quand même pas lui dire que je suis blessé. Sa manière de me parler me blesse ou me frustre. Je peux pas lui dire parce que d'une certaine manière, c'est quand même le patron qui a main mise d'une certaine manière sur ma carrière et voire sur mon salaire. Donc je ne dis rien. Et donc, j'accuse le coup. Je prends toutes ces émotions qui montent, qui montent, qui montent, j'ai une tendance à les refouler. C'est-à-dire, réellement, je ne les exprime pas et je fais comme si elles n'existaient pas. Bon. Et puis, je sors du boulot et là encore, je sais pas moi, je prends le train et là, je me rends compte que le contrôleur de train, il n'est pas non plus très sympa. Il me fait certaines remarques et ça me blesse, etc., etc. Et à la maison, c'est la même chose. En bref, j'accumule les émotions, je les refoule. Hello, comment tu vas, Anto? Ça va? Je les refoule, je les refoule, je les refoule. Et puis à un moment donné, c'est un peu l'effet, donc retour de refoulé, si vous voulez, c'est cet effet où j'accumule de la pression et puis tout d'un coup, j'explose. Et là, quand j'explose, évidemment, je dirais, c'est un peu comme vous savez, en légitime défense, on dit toujours que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Bon, quand c'est le retour de refoulé, c'est plus proportionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout dépasse. Donc, si on vous a, entre guillemets, je sais pas moi, déplacé un cahier, déplacé un stylo, ce genre de choses, vous êtes tellement sur les nerfs parce que vous avez passé votre temps à refouler que directement, pour quelque chose d'anodin, vous explosez et vous êtes capable de tout casser ou de dire les pires horreurs. Pourquoi? Parce que vous avez passé votre temps à accumuler ces frustrations. Donc le but, c'est que pour gérer ces émotions, la première chose, c'est de pouvoir exprimer ce que l'on ressent au fur et à mesure, parce qu'autrement, vous les accumulez, et là, vous pouvez devenir une vraie bombe à retardement, clairement. Donc voilà. Alors évidemment, il y a l'expression, mais il faut trouver aussi les bons moyens pour exprimer ça. Il y a des endroits, enfin je veux dire, oui, moi aussi, merci, je vais bien, merci beaucoup. Il y a des endroits pour exprimer certaines choses. C'est normal. Imaginons, hein, imaginons malheureusement dernièrement j'ai eu voilà, j'ai eu l'occasion, enfin c'est pas une occasion, comment bien m'exprimer. Je me suis retrouvé dans un enterrement et si vous voulez dans cet enterrement, mais il y a des tensions dans la famille, vous voyez, il y a des tensions dans la famille.
Mais le jour de l'enterrement, c'est pas le jour qu'il faut choisir pour régler les tensions. Pourtant, certaines familles choisissent ce type de jour, vous voyez, et c'est pas du tout bon. Hein. Donc, il y a quand même des endroits pour régler, il y a des moments pour régler, pour exprimer ce que l'on ressent, etc. Il faut trouver le bon moment, le bon cadre, etc. Il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment, parce que l'autre, l'interlocuteur, lui aussi peut mal prendre les choses, mal les interpréter, mal les comprendre. En tout cas, dans tous les cas de figure, ça peut créer des clashs. Donc l'idée, c'est de pouvoir sortir ses émotions, mais pas n'importe où. Les gens qui nous entourent sont aussi importants. Il faut qu'ils soient disponibles, évidemment, pour nous écouter et établir une certaine confiance. Si vous êtes tout seul à parler ou si vous avez décidé de larguer votre venin, vous défouler émotionnellement sur quelqu'un, soyez sûr qu'à un moment donné, l'autre va vous rentrer dedans aussi et il n'y aura rien de constructif par rapport à ça. Donc, voilà. Il y a certaines choses, il ne faut pas les refouler, mais il faut peut-être les postposer, trouver le bon moment. Alors, je donne un exemple. Hein. Moi, ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir ce genre de comportement, à savoir que je peux, à un moment donné, être fâché sur certaines choses. Voilà, parce que c'est peut-être un peu dans ma nature d'être réactif. Voyez. Mais comme je connais ma nature un peu réactive, ce que j'essaie de faire, c'est de me créer un défouloir. Alors, mon petit truc à moi, c'est très simple. Je me sers beaucoup de Messenger et je me sers beaucoup aussi de WhatsApp. Je fais beaucoup d'audio. Donc, parfois, je fais des audios, vous voyez, où là, c'est la déferlante. C'est l'audio que je me destine à envoyer à la personne. Et puis, je réécoute l'audio et je zappe l'audio. Et puis, je recommence l'opération. Je refais de l'audio et je rezappe l'audio. C'est-à-dire, vraiment, je ne l'envoie pas à la personne. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir m'exprimer sur l'audio et de pouvoir finalement déverser mes frustrations, rien que le fait de le faire et de me réécouter, je dis, oh là, j'ai été un peu trop dur. Boum, j'apprends, si vous voulez, à élaguer hein, et à sortir le tout. Et puis finalement, quand j'arrive à la version la plus correcte, la plus recevable, salut Laurence, la plus recevable, à ce moment-là, je décide d'envoyer, ou même parfois je décide de ne pas envoyer parce que je me suis tellement calmé que ça va mieux. Pourquoi? Parce que je suis maître de ma communication. C'est-à-dire, je peux très bien me dire, ok, à un moment donné, je suis en colère, mais l'autre, c'est pas non plus un punching ball. Il faut que j'apprenne à me calmer. Donc, je trouve des moyens. Plus jeune, voilà, quand j'étais un peu plus en forme, si vous voulez, j'avais mon sac de boxe. J'avais boxé avant, avant quelque chose. Voilà, je me défoulais et puis après j'étais un peu plus zen pour envisager certaines choses. Dans tous les cas de figure, l'idée c'est de pouvoir, bonjour Julie, bonjour, tu vas bien, c'est de pouvoir évidemment être beaucoup plus relax et ne pas se servir des autres comme des fouloirs. Pas toujours évident, c'est pas toujours évident, il faut reconnaître. Voilà, donc petit truc, première chose, exprimer dans un cadre, et puis si c'est pas possible, eh bien on trouve des alternatives. Si c'est la colère qui l'emporte, vous voyez, bah il faut essayer d'abord de se calmer, et on peut tous trouver nos moyens. Pour certains c'est de la musique zen, pour d'autres c'est de faire un peu de philosophie là-dessus, pour d'autres c'est de boxer, pour d'autres, voilà, moi j'utilise WhatsApp et voilà, et je me lâche sur un audio que j'élimine presque directement. Mais voilà, il faut trouver ces petits trucs, il faut trouver ces petites astuces pour ne pas se laisser envahir, pour ne pas se laisser bouffer par tout ça. Voilà. Vous avez toujours le choix. Le choix de quoi? Vous avez toujours le choix de pouvoir exprimer dans un cadre, comme je l'ai dit, et de trouver les formes. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être prisonnier de nos émotions. Donc là encore, vous voyez, comme je connais par exemple mon tempérament, j'ai choisi de ne pas me laisser bouffer par mes émotions et ce n'est pas elles qui vont complètement saboter ma vie. Parce que si je dois vraiment me laisser aller à mes émotions, je risque très fort de créer beaucoup de clash autour de moi. Et ça va pas, c'est pas vivable. Donc si je veux éviter ce type de vie, eh bien, ne tient qu'à moi de mettre en place des systèmes. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais les autres, ils ont qu'à changer. Malheureusement, voyez-vous,
on ne change pas le monde, hein. On a déjà beaucoup de mal de se changer soi-même, alors il ne faut pas croire qu'on va changer le monde. Donc il y a plein de choses dans la vie qui peuvent être frustrantes. Je pense qu'au quotidien, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut tous râler. Mais en même temps, on ne sait pas faire grand-chose non plus. On ne peut pas passer notre temps à se battre aussi avec tout le monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir gérer notre communication et gérer nos propres émotions. Autrement, nous aurons évidemment quelques problèmes. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon d'exprimer nos émotions, hein. D'une fois à l'autre, on peut choisir d'exprimer nos émotions différemment. Voilà, et donc il faut essayer de trouver comment s'y prendre, comment les extérioriser, voilà, au mieux. Donc, dites-vous qu'on n'est pas bloqué par ça. Il y a une chose qui est essentielle à retenir, c'est que les émotions, elles sont passagères. Alors ça, c'est quelque chose, je vous demanderai de retenir parce que les gens font souvent un amalgame entre une émotion et un sentiment. C'est pas exactement la même chose. Si vous voulez, l'émotion, elle monte d'un coup, vous voyez, mais elle part aussi. Le sentiment, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Je vous donne un exemple. Imaginons que lorsque je vois une personne, j'ai une émotion, pardon, une émotion de joie qui m'envahisse. Ok, et voilà, une émotion, oui, de joie. Il se peut très bien que par la suite, mon sentiment par rapport à cette personne, ce soit de l'admiration. Voyez. Et donc là, j'ai construit un sentiment beaucoup plus durable à partir d'émotions récurrentes. Mais l'émotion passe. Donc parfois, un peu comme une douleur, d'ailleurs si l'émotion n'est pas agréable, un peu comme une douleur, on peut aussi attendre que l'émotion passe. Par exemple, si je donne un petit truc, tout simplement, un peu comme un train qui passe, si vous voulez. Alors parfois, voilà, il y a des trains qui restent un peu plus en place d'une certaine manière. Ils roulent pas très vite, donc on sent l'émotion qui monte, elle est là, elle est difficile à faire partir, mais néanmoins, croyez-moi, une émotion va passer. Elle passe toujours. Pourquoi? Alors, parce que ce n'est pas du tout les mêmes parties du cerveau qui sont mobilisées. Lorsque vous avez une émotion, c'est la partie médiane de votre cerveau, hein, c'est la partie limbique de votre cerveau qui est mobilisée. Et en réalité, dans cette partie, et notamment dans une partie qui s'appelle l'amygdale, alors je ne parle pas des amygdales de la gorge, moi, hein, c'est vraiment la structure limbique, eh bien vous avez, si vous voulez, dans ce noyau amygdalien, vous allez avoir une série de réactions biochimiques qui vont créer des réactions physiologiques, hein. Donc par exemple, quand vous êtes en colère, votre cœur se met à battre un peu plus fort, il y a une vasodilatation de vos vaisseaux qui est due notamment à l'adrénaline que provoque cette colère, vous voyez. Par exemple, on peut même avoir ce même type de cas de figure lors d'une grande peur, parce que lorsqu'on a peur, il faut peut-être partir, vous voyez, et donc on peut avoir aussi des réactions de cet ordre-là, mais à un moment donné, tout ça va s'estomper dans le corps. Ça ne va pas rester, par exemple, vous n'allez pas rester sous adrénaline. À un moment donné, le seuil descend. Lorsque vous êtes en joie, par exemple, eh bien vous allez créer de la sérotonine. Mais cette sérotonine, elle va passer. D'ailleurs, c'est presque une bataille au quotidien d'avoir des montées de sérotonine. Il faut savoir que quand vous êtes en dépression, c'est que vous ne créez plus de sérotonine. Donc, l'état dépressif est un état où on ne produit plus assez de sérotonine. Voyez-vous? Donc pour vous montrer que dans le fond, l'émotion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soulever directement des réactions au niveau corporel, au niveau biochimique, physiologique, mais encore une fois, vous ne resterez jamais complètement au top de ça. Et donc même si vous avez une joie extraordinaire, malheureusement, vous n'allez pas garder cette joie extraordinaire. À un moment donné, elle va s'estomper, le taux de sérotonine va s'estomper, le taux de dopamine va s'estomper. Mais c'est exactement la même chose avec la colère, c'est exactement la même chose avec la rancœur. À un moment donné, ça passe. Donc parfois, il est bon de se dire, ok, l'émotion, elle monte, je respire, je la laisse passer. Moi, je visualise quelque chose qui passe, hein. Ça peut être un train, ça peut être un avion, ça peut être quelque chose, mais ça passe. Et j'attends que ça passe parce que si je la laisse exploser, là, c'est peut-être pas le bon moment, si vous voulez. Donc ça aussi, c'est un moyen de gérer ça, c'est de se poser, c'est de se dire, ok, je peux attendre que ça passe. Okay. Donc là, je viens juste de vous donner 3 petits trucs. D'abord, j'exprime une émotion. Ça, c'est une première chose. J'essaie de ne pas me laisser envahir par mon émotion.
Deuxième, je sais que je suis maître de ma manière de l'exprimer, donc je peux trouver des trucs et astuces pour justement la mettre en forme dans le bon endroit. Voilà, clairement. Et aussi, dans ce que je viens de vous dire, bah, je sais que c'est passager. Donc voilà, je vais pas rester là-dessus. À un moment donné, ça va passer. Ça m'aide déjà à, évidemment, relativiser certaines choses. Mais pour aller un peu plus loin, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment un petit live, hein, c'est vraiment quelque chose c'est quelques clés. Euh, on peut se poser la question, tout de même. Alors, c'est pas quand vous serez sous le coup de l'émotion que vous allez le faire, hein, clairement. Hein, c'est après. Mais euh, après coup, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Par exemple, mon émotion, je me sens triste et je suis en colère. Voilà. Vous voyez, je me sens comme ça. Si vous me posez la question de ce que je ressens, de la tristesse et de la colère. Ok, c'est ça. Là-dessus, bah, je développe un comportement. Par exemple, un comportement par rapport à quelqu'un. Ou alors, j'ai identifié un comportement ou des comportements chez quelqu'un qui me crée ça. Par exemple, mon chef ne m'aime pas, car il ne reconnaît pas ma valeur. Hein, la valeur de mon travail, par exemple. Alors, mon émotion, quand je vois mon chef, c'est je me sens triste et je suis en colère. Parce que pour moi, il ne me reconnaît pas. Voyez. Quand c'est comme ça, vous pourriez vous poser la question de quel besoin se cache derrière vos émotions. Par exemple, un besoin sous-jacent pourrait être l'envie d'être reconnu, voyez, l'envie d'être estimé. Et donc peut-être que le chef, là, hein, peut-être qu'en réalité d'abord, peut-être que je perçois très très mal son comportement, vous savez, parce que parfois ça va très vite. Hein, tiens, mon chef m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Oh, c'est pas la première fois quand même. Hein. Ça fait 2 semaines qu'il me dit pas bonjour quand je lui parle, et quand j'essaie de l'aborder, il a jamais le temps. Bon. Donc j'en déduis qu'en réalité, il ne reconnaît pas mon boulot, je suis qu'un numéro, et en fait, il en a rien à foutre de moi. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être complètement erroné. Peut-être que le chef, il a peut-être un gros problème là pour l'instant. Et peut-être que lui-même est complètement désorienté. Et donc il ne vous calcule pas parce qu'il ne vous apprécie pas, mais parce qu'il n'est peut-être pas dans l'état émotionnel. Seulement, ça ne nous effleure pas ça. Parce que fatalement, c'est d'abord nous, notre condition qui nous intéresse. Donc là-dessus, on peut se poser la question, tiens, pourquoi dès que je vois mon chef, ben, c'est ça que je ressens, et pourquoi je me sens triste, pourquoi je me sens en colère, quel serait le besoin qui se cache derrière tout ça? Ben, ça peut être simplement donc le besoin d'être reconnu, le besoin d'être estimé. Si on reprend la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, c'est le besoin d'estime. Et donc, je pourrais me poser la question aussi, si j'ai autant besoin d'estime, comment ça se fait? Vous voyez? Pourquoi j'ai autant besoin d'estime? Et là, on peut se poser vraiment la question de la véritable raison du besoin. Par exemple, mes parents n'ont jamais, ou j'ai l'impression que mes parents ne m'ont jamais reconnu à ma juste valeur. C'est bien possible. Mais auquel cas, le chef n'est jamais qu'un prétexte, en réalité. La raison fondamentale pour laquelle j'ai ce type d'émotion par rapport au comportement de mon chef, c'est tout simplement qu'au départ, j'ai l'impression que mes parents ne m'ont jamais estimé. Ça peut me donner, mes parents ne m'ont jamais estimé parce que dans le fond, je suis le petit dernier d'une fratrie de trois personnes, et donc j'ai toujours l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Mais si ça se trouve, c'est vraiment une impression. Si ça se trouve, j'ai bâti tout ça, alors qu'en réalité, mes parents, eux, c'est pas du tout comme ça qu'ils me voyaient. Peut-être que mes parents me reconnaissaient, mais que, voilà, peut-être pris par la masse d'enfants à gérer, peut-être qu'ils n'ont pas pu l'exprimer comme il le fallait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas de reconnaissance vis-à-vis de moi. Vous voyez, tout ça, on peut se faire un cinéma, et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, on peut se faire un cinéma, on peut avoir des émotions comme ça qui ressortent, alors qu'en réalité, il y a au départ un facteur déclenchant, mais qui n'est peut-être pas celui que vous venez juste de percevoir, c'est-à-dire par exemple le comportement de mon chef. C'est peut-être quelque chose qui est bien plus profond, c'est peut-être en relation avec vos parents, c'est peut-être en relation avec votre frère, votre sœur, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que attention, on peut en effet réagir à des choses de la vie de tous les jours. Voilà, j'ai une montée d'émotion par rapport à une situation, mais si je vois que j'ai toujours le même type d'émotion par rapport à tel type de situation, il faudra quand même se poser la question de la récurrence. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi
pourquoi j'ai toujours ce type d'émotion qui revient en boucle. Ça peut faire partie d'un scénario, si vous voulez. Et donc, le but, c'est de pouvoir détecter ça. Alors, évidemment, la plupart d'entre nous auront peur d'aller là-dedans. Hein, parce qu'on se dit, oh là là, si je commence à faire de l'introspection, si je commence à faire ça, est-ce que réellement ça va m'apporter quelque chose et est-ce que je risque pas de déterrer certains cadavres qui pourraient faire peur? Alors là, je vais vous donner quand même une petite clé. Vous savez, quand on parle des notions d'inconscient, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, alors je ne sais pas si c'est la prochaine fois, oui, ben voilà, le mercredi 28 juillet. L'heure, je vais peut-être la rectifier. Je pense que ce sera 20h30. Je fais une publication parce que finalement, je donne un cours ce mercredi. Donc, je crois que ce sera 20h30. Je rectifierai ça. Mais je vais parler de l'inconscient en psychologie. Et sachez que repérer ces schémas, ce sera donc sur Facebook le 30 juillet. Voilà. De toute façon, il y a un agenda qui est là directement sur votre page Facebook. De toute façon, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, est-ce qu'il faut avoir peur de plonger un peu dans mon passé et d'aller déterrer certaines choses? Est-ce que réellement, il y aura toujours des monstres qui se cacheront derrière tout ça? Est-ce que je dois le redouter? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, et je vais peut-être terminer sur cette petite histoire. Euh, Vous pourriez remonter, donc pour faire en sorte qu'un monstre ne puisse plus vous nuire, il faut le déterrer d'une certaine manière et le mettre à la lumière. Alors pour ça, je vais terminer avec cette petite histoire, c'est l'histoire d'Hercule. Vous savez que Hercule, il a effectué 12 travaux, et dans ces 12 travaux, il doit se battre contre l'hydre de Lerne. Alors comme toujours dans la mythologie, il y a plusieurs manières de décrire les travaux, hein. Il y a toujours plusieurs poètes, plusieurs philosophes qui ont décrit les travaux d'Hercule d'une manière un peu parfois différente. Et je vais vous parler d'une variation que je trouve assez intéressante parce que je pense qu'elle représente très très bien le travail d'introversion et voire le travail psychanalytique. Donc Hercule est appelé pour combattre l'hydre de Lerne, qui est un monstre à plusieurs têtes, et puis il débarque dans un endroit où il y a des marées putrides. Vous voyez, l'eau stagne. Alors c'est intéressant, l'eau qui stagne. C'est-à-dire que l'eau, sa fonction, c'est de couler, c'est pas de stagner. Quand ça stagne, elle pourrit. Et il y a une notion en psychologie qui est la suivante, c'est lorsqu'une énergie n'est pas, lorsqu'on ne se sert pas d'une énergie et qu'elle stagne, elle a une tendance à se pervertir, à pourrir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Hercule cherche un endroit, cherche l'hydre, mais il ne la voit pas. Là, il se rend compte à un moment qu'il y a une espèce de caverne, si vous voulez, et il va rentrer dans cette caverne et il va descendre. Elle descend, cette caverne. C'est intéressant. Elle descend, comme on descend au plus profond de soi-même, et là, il va se retrouver face à l'hydre. Cette bestiole, en fait, qui terrorise tout le monde, parce qu'elle est monstrueuse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se battre avec l'hydre. Exactement d'ailleurs comme dans d'autres mythologies, même plus modernes, hein, vous pouvez retrouver le même type de combat avec le ça, hein, le clown, le ça, donc de Stephen King. On peut retrouver exactement la même chose. Vous pouvez retrouver ça dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, le combat contre la basilique. Dans tous les cas de figure, on descend dans les entrailles, on descend dans nos profondeurs, et là on se retrouve face à quelque chose qui paraît monstrueux. Et que se passe-t-il avec Hercule? Il sort son glaive, il commence à couper les têtes, mais plus il les coupe et plus les têtes repoussent. À un moment, même lui qui est très fort commence à s'épuiser, il ne peut plus combattre, et là il y a une intuition, c'est-à-dire qu'il lâche son glaive, il est à nu face à cette monstruosité, il décide de la soulever et de la ramener vraiment à la lumière du soleil. Et là, à la lumière du soleil, eh bien cette hydre, hein, cette peur extraordinaire s'évanouit. Exactement, exactement comme d'ailleurs les peurs que peuvent avoir les enfants, vous savez, dans la nuit où ils sont terrorisés par une ombre, et puis vous arrivez, vous allumez, et vous montrez que finalement cette ombre terrorisante, c'était rien d'autre que le reflet, par exemple, d'une branche sur le mur. Et là, ils sont soulagés. Eh bien, c'est exactement la même chose. Hercule va prendre l'hydre, la place au soleil, et là, elle meurt. C'est-à-dire que c'est vraiment le travail, c'est d'aller finalement ressortir
sortir certains éléments qui peuvent nous terroriser parce qu'on n'a pas envie de les voir, parce qu'on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on les refoule d'une certaine manière, les replacer à la lumière de notre conscience et de se dire, bah, finalement, c'était que ça. C'était qu'un besoin, par exemple, un besoin d'estime. Et je me rends compte que finalement, j'ai développé beaucoup de colère. Je suis un peu consumé par ça. Tout ça parce que j'ai besoin d'estime, parce que j'ai cru que mes parents, voilà, ils ne m'aimaient pas, etc., etc. Et tout ça, c'était pas fondé. Et donc, je me rends compte à quel point je peux créer ma propre hydre de Lerne qui me terrorise, qui me bouffe, qui me consume de l'intérieur, alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. Il suffisait simplement de la remonter. Et donc, le travail en psychanalyse, par exemple, c'est ça. Alors, tout le monde ne va pas faire de la psychanalyse, on peut faire déjà de l'introspection, c'est déjà très bien, hein, une forme d'auto-psychanalyse, on descend et on remonte certaines choses, et donc un bon moyen c'est de vous servir de vos émotions et de se dire, tiens, vu que j'ai ça de manière récurrente, pourquoi? Quel est le besoin? Quelle est la frustration qui se cache derrière ça? Et là, je remonte. Et si ça se trouve, ben, vous aurez des bonnes surprises parce que vous allez vous rendre compte que vous allez déterrer certaines choses qui sont peut-être pas si effrayantes que ça. Si on les prend avec une pleine conscience, si on commence à réfléchir un peu dessus, finalement, c'était peut-être pas si terrible que ça. Et donc, le fait d'avoir pris conscience, la prise de conscience fait que le symptôme s'annule. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Hein. Aujourd'hui, je sais pas, j'étais en freestyle avec la mythologie grecque, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve que la mythologie c'est assez formidable. J'espère que cette petite histoire, elle vous a plu et qu'elle vous permet de mettre des mots là-dessus. Donc, fin mot de l'histoire, vous ne laissez pas bouffer par vos émotions, essayez de les comprendre, essayez de les exprimer dans un cadre évidemment. Dites-vous aussi qu'elles sont passagères, elles ne resteront pas toujours, ces émotions, et que si elles sont là, c'est qu'elles sont utiles. Ne confondez pas non plus les émotions avec les sentiments. Les émotions passent, mais le sentiment, c'est finalement des émotions à répétition qui créent un sentiment. Donc, si vous ne voulez pas avoir le sentiment d'être aigri, par exemple, eh bien, essayez de comprendre les émotions qui vous poussent à être triste, pessimiste, etc., etc. Essayez de les comprendre pour justement éviter la cristallisation sous forme de sentiments. Voilà, voilà, ça c'est le fin mot de la soirée. Vous voyez, j'ai tenu parole, hein. J'ai fait un petit live aujourd'hui. D'habitude, je suis toujours embarqué pendant 1h, 1h30. Là, c'était relativement cool, 30 minutes. Et j'espère vous avoir fait passer pas mal d'infos. Je vous dis bonsoir, passez une excellente soirée et alors n'oubliez pas, voilà, pour ceux que ça intéresse, le vendredi 30 juillet, comment repérer ces schémas, ce sera peut-être un peu plus long là, les amis, hein, je vous le dis. Donc, comment repérer ses propres schémas pour essayer de, justement, ne pas se laisser bouffer par ces schémas, vous savez, des choses que l'on fait en boucle, et il y a une raison à ça. Voilà. Merci à toi aussi, merci. Salut Laurent. Laurence, merci beaucoup. Et alors, l'inconscient, mais là, je crois que ce sera 20h30 parce que justement, je donne cours en psychoanalyse. Donc voilà, les amis. Merci beaucoup, les amis. Portez-vous bien. Salut Julie. Que tout aille bien. Ciao, ciao. Salut.